Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux ce matin. Comme vous le voyez, l'amphi est presque plein. Donc nous allons parler du syndrome fémoro-patellaire, comme le titre l'indique aujourd'hui. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous présenter le programme. Donc l'introduction sur la pathologie et anatomie sera présentée par Andy, Rokhaya et Myriam. Ensuite, l'aspect microscopique de l'articulation sera toujours présenté par notre ami en difficulté. Les causes, les symptômes et les facteurs de risque seront présentés par Romain, Lalou et moi-même. La partie sur l'épidémiologie de la pathologie sera présentée par Alexandre. Et pour terminer notre partie, les traitements médicaux et activités physiques adaptés présentés par Benjamin, Soraya et Xaoki. Ensuite, nous allons laisser la parole à nos 3 intervenants présents aujourd'hui. Dans un premier temps, le docteur Eric Lespessaille interviendra sur l'aspect macroscopique de l'articulation fémoro-patellaire saine et pathologique. Dans un deuxième temps, nous aurons une étudiante en kinésithérapie qui est en 2e année qui interviendra sur la rééducation d'un syndrome fémoro-patellaire. Et enfin, la prise en charge d'un symptôme fémoro-patellaire sera présentée par Laurie Traclay qui est chiropracticienne. Je vais laisser la parole à Andy pour la suite de la présentation. Donc le syndrome fémoro-patellaire est une pathologie du genou provoquant des douleurs profondes, une mauvaise cinématique articulaire. Il existe des facteurs locaux provoquant la douleur, mais aussi des facteurs proximaux et distaux. Le syndrome fémoro-patellaire est la cause la plus courante de consultation pour des douleurs au genou dans les cliniques spécialisées. Il représente environ 10 à 25% de l'ensemble des consultations, toutes blessures confondues. S'il n'est pas traité, le syndrome fémoro-patellaire peut évoluer vers une dégénérescence progressive du cartilage et de l'arthrose. Je vais passer ensuite la parole à mes camarades. Merci. Maintenant, après ces notions de historique, on va parler maintenant un peu de la description de cette articulation qui est touchée par ce syndrome, c'est-à-dire l'articulation du genou. On va parler de cette articulation. Le genou est une articulation condylotrochléenne. Il met en présence 3 surfaces osseuses unies par une capsule du ligament. Alors, d'une part, on a le fémur, ou bien si vous voulez, l'extrémité inférieure du fémur qui s'articule pour l'extrémité supérieure du tibia pour former l'articulation fémoro-tibiale. Et d'autre part, on a toujours le fémur, mais cette fois-ci qui s'articule en avant avec la patella pour former l'articulation fémoro-patellaire. Ces surfaces articulaires, elles ont des caractéristiques spécifiques. Alors, on va détailler un peu ça. Pour le fémur, on a l'extrémité inférieure du fémur, elle est formée d'une trochlée et du condyle. La trochlée, elle est composée de 2 versants séparés avec une gorge. Et les condyles, on a 2 condyles, l'un interne et l'autre externe. Ils sont séparés par l'échancrure intercondylienne. Et pour le tibia, la surface supérieure du tibia qui s'articule avec le fémur, on a les cavités glénoïdiennes. Ces cavités sont situées sur le plateau tibial et elles sont séparées par un espace non articulaire qui s'appelle l'espace interglénoïdien. Le 3e os qui fait partie de cette articulation du genou, c'est la patella. La patella, c'est un os sésamoïde. Il y a un petit os sésamoïde aplaté. Il a une forme triangulaire avec une base supérieure et un sommet inférieur et 2 bords latéraux. Et pour finir, on a les ménisques, qui sont des structures fibrocartilagineuses qu'on trouve en dedans de l'articulation. On a 2 ménisques, interne et externe. L'interne, il se présente sous une forme de la lettre C, il est un peu ouvert. Et on a le ménisque externe qui est beaucoup plus fermé, sous une forme d'un O. Maintenant, on va passer à l'arthrologie. Si on parle d'arthrologie, on parle surtout, dans un premier lieu, du moyen d'union qui assure la stabilité et le fonctionnement d'une articulation. Et ici, pour le genou, on a le genou, comme vous savez tous, c'est une articulation un peu complexe. Il assure à la fois la mobilité et la stabilité. Alors, il est plein de moyens d'union. On a la capsule, les ligaments, la synoviale, le paquet adipeux, le tendon. Pour la capsule, c'est le manchon fibreux qui est tendu du fémur au tibia, il enveloppe tout. Et les ligaments, on a 2 types de ligaments, les ligaments croisés, les ligaments latéraux. Les ligaments latéraux, on a l'interne et l'externe. Ils renforcent la capsule et elles assurent la stabilité du genou en extension. Et pour les ligaments croisés, on a 2 aussi, le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. La synoviale, il tapisse la face profonde de la capsule et renforce aussi la capsule. Et pour le paquet adipeux, il est situé sur la patella et le tendon
En principe, dans le genou, on a deux tendons principaux, le tendon patellaire et le tendon quadricepital. Et voilà, pour finir cette partie, on a un schéma qui regroupe tout. On voit ici clairement les surfaces articulaires, on voit les tendons, on voit aussi les ligaments. Et le tendon quadricepital, c'est un tendon très intéressant dans l'articulation du genou. Il assure vraiment le fonctionnement du genou. Il est très intéressant et il est très important dans le syndrome qu'on discute aujourd'hui, le syndrome fémoro-patellaire. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Mariam qui va vous parler de la myologie et le fonctionnement du genou. On passe maintenant à la myologie du genou. Au niveau du genou, on retrouve 3 groupes musculaires. Le premier groupe, il présente les fléchisseurs, c'est les ischio-jambiers, qui sont composés du biceps fémoral, du demi-tendineux et du demi-membraneux. Les extenseurs qui sont le quadriceps, le droit antérieur, le crural, le vaste interne et le vaste externe. Les muscles rotateurs, on a le biceps fémoral qui assure la rotation externe, le couturier, le droit interne, le poplité, le demi-tendineux et le demi-membraneux qui assurent la rotation interne. On passe maintenant à l'anatomie fonctionnelle. Au niveau du genou, on retrouve 3 actions principales. La flexion et l'extension qui se font dans un plan sagittal et autour d'un axe transversal, et les rotations qui se font dans un plan transversal et autour d'un axe vertical. Je passe maintenant la parole à Andy qui va nous présenter l'aspect microscopique du genou. Est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, tant mieux. Si on a, tant pis. Donc maintenant, nous allons voir l'aspect microscopique d'une articulation. Donc la présentation va se répartir en 2 parties. Pour commencer, on va voir le cartilage articulaire, comment il est composé, et ensuite l'insertion musculaire du muscle sur un os. Pour toutes les descriptions, on va partir du haut vers le bas, c'est-à-dire de l'articulation comprenant le liquide synovial vers l'os. Donc le liquide synovial est produit par des cellules spécialisées qu'on appelle des synoviocytes. Ils sont répartis sur la membrane synoviale qui entoure la capsule articulaire. La principale fonction du liquide synovial est de lubrifier les articulations, d'amortir les chocs mécaniques, de nourrir et d'éliminer les déchets cellulaires des chondrocytes du cartilage sous-jacent. Le liquide synovial est composé d'électrolytes, de glucose, de glycoprotéines, de sucres complexes comme l'acide hyaluronique. Ensuite, nous allons rentrer dans le cartilage et voir la description plus en détail. Donc le tissu cartilagineux est formé d'un seul type cellulaire que l'on appelle des chondrocytes. Ils sont répartis dans une membrane extracellulaire, dense et complexe. Les chondrocytes sont des cellules volumineuses, arrondies et situées dans des petites logettes qu'on appelle des chondroplastes. Donc ici, vous avez une coupe histologique d'une articulation. On retrouve en haut la face articulaire comprenant le liquide synovial. Ensuite, tout le cartilage et enfin l'os. AC pour articulation cartilage, SB pour subchondral bones. On note, comme on l'a dit, la présence des chondrocytes dans leur logette appelée chondroplastes. Les chondrocytes assurent la synthèse et la dégradation de tous les composants de la matrice extracellulaire. Donc ici, vous avez un grossissement de la matrice extracellulaire. Donc cette dernière comprend principalement des agrégats d'acide hyaluronique et des fibres de collagène de type 2. La couche cartilagineuse la plus profonde est enchâssée dans l'os sous-chondral avec une calcification progressive de la matrice extracellulaire. On note également la disposition particulière des chondrocytes dans le cartilage. Les cellules superficielles au voisinage de l'articulation sont aplaties et disposées de manière parallèle à la surface articulaire, tandis que les chondrocytes ancrés plus profondément sont perpendiculaires et ronds par rapport à la surface articulaire. Les cartilages articulaires avec le liquide synovial
empêche les frottements des surfaces osseuses entre elles. Le cartilage a la propriété d'être rigide, mais aussi déformable pour assurer une répartition homogène des contraintes mécaniques et des pressions qui s'exercent sur l'articulation. Dépourvus de périchonde, les cartilages articulaires se nourrissent essentiellement grâce au liquide synovial et des échanges avec l'os sous-chondral. De ce fait, les cartilages se renouvellent très lentement. Ensuite, nous allons passer à l'insertion musculaire. Donc un petit rappel. Le muscle est relié à l'os via le tendon qu'on appelle aussi le périoste. L'aponevrose. C'est une structure fibreuse composée de tissus conjonctifs denses et réguliers. Les cellules qui composent le tendon sont appelées les ténocytes. Elles synthétisent les fibres de collagène et d'élastine. On note que les fibres protéiques du tendon sont parallèles aux fibres du muscle. Ces fibres permettent la transmission de la force musculaire aux os pour effectuer un mouvement. De par leur fonction, ces fibres doivent être extrêmement solides pour résister aux variations brutales de tension. Cependant, le tendon n'est pas vascularisé. Il est donc soumis plus fortement aux blessures. La partie du tendon qui s'insère au niveau de l'os est appelée l'anthèse. C'est l'interface entre le système musculo-tendineux et l'os. Donc ici, vous avez une coupe histologique d'une insertion musculaire sur l'os. On retrouve le tendon avec les fibres parallèles au muscle. On note la présence de l'anthèse qui vient s'ancrer dans l'os comme les racines d'un arbre s'ancrent dans le sol. Sur ce schéma, on retrouve les mêmes spécificités. On note la présence d'une bourse qui est une capsule de liquide synovial qui fait partie intégrante de l'anthèse et qui forme le complexe synovio-anthésal. Le liquide synovial présent dans la bourse a pour fonction de nourrir le tendon. Les dernières données scientifiques suggéreraient que le syndrome fémoro-patellaire induirait une dégénérescence progressive du cartilage, pouvant amener, s'il n'est pas traité, à une fissure de ce dernier, voire à de l'arthrose. J'ai fini. Avez-vous des questions? Je vais donc passer la parole au prochain intervenant. Je vais juste préciser quelque chose, si jamais, vu qu'on a commencé en retard, si quelqu'un voudra le compte-rendu par mail du séminaire, vous pouvez nous laisser votre adresse mail sur un petit bout de papier, bien qu'on le mettra quand même, on essaiera de le mettre sur le site de l'université. Donc alors maintenant on va rentrer plus dans la pathologie, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, je pense, le syndrome fémoro-patellaire. Donc dans un premier temps, on va voir les causes du syndrome. Alors elles sont très nombreuses. Souvent c'est le résultat de facteurs biomécaniques et musculaires anormaux, ainsi que d'autres facteurs. Ces trois facteurs, ils peuvent se superposer ou se combiner, mais ils entraînent tous un désalignement de la patella vers l'extérieur. Donc ici, on va voir quelques petits exemples de tous ces facteurs. D'abord les facteurs biomécaniques, donc un mauvais alignement des membres inférieurs de type valgum, c'est-à-dire les genoux à l'intérieur de l'axe de la jambe, ou de type varum, on peut également appeler jambe arquée, avec le genou à l'extérieur de l'axe de la jambe. Et on a un troisième type qui est recurvatum, c'est-à-dire les genoux avec une hyper extension du genou. On peut également avoir une mauvaise posture ou un mauvais alignement de la patella, la patella alta aussi, ou une patella trop haute, une mauvaise statique plantaire avec une augmentation de la pronation du pied et un affaissement de l'arche interne, ce qu'on appelle plus précisément sous le nom de pied plat. Et un dernier exemple que j'ai pas noté ici, mais une mauvaise posture du fémur, comme on voit là sur les radios. Sur les radios, on peut voir que le condyle externe, il est
plus petit ou pas plus grand que le condyle interne, ce qui fait que ça ne retient pas la patella et elle a une tendance à partir vers l'extérieur. Ensuite, on a les facteurs musculaires. Donc, comme facteur musculaire, on a un manque de tonus musculaire avec un mauvais rapport entre la face antérieure et la face postérieure de la jambe, donc entre les ischio-jambiers et les quadriceps. On peut également avoir un manque de souplesse qui peut être dû à un déficit d'étirement et une raideur des tissus mous, notamment le vas latéral, l'ischio-jambier et les gastrocnémies. Et ensuite, on a d'autres facteurs qui peuvent influencer, qui sont la croissance rapide chez l'adolescent. On a aussi le cas post-traumatique avec une chute sur le genou et un traumatisme indirect sur la face postérieure de la patella. On a également une luxation de la patella lors d'un mouvement forcé du genou et dans les cas les plus rares d'une entorse du genou avec une luxation associée de la patella. Donc tous ces facteurs, ils vont provoquer une instabilité patellaire et vont avoir une tendance à la subluxation. Je vais passer la main à mon collègue. Pour la partie des symptômes de fémoro patellaire, ils se manifestent souvent par une douleur au niveau du genou. Et cette douleur accompagne la majorité des mouvements et des gestes qui nécessitent une flexion ou une charge sur le genou. Et la douleur au niveau chaque personne qui atteint cette maladie ou cette pathologie va sentir souvent une douleur au niveau du genou et au niveau de la face intérieure du genou. Et cette douleur le gêne suffisamment pour effectuer beaucoup d'exercices, les exercices quotidiens, comme la montée ou descendre les escaliers. Il ne peut pas se maintenir une position accroupie, une position assise prolongée pendant une longue durée. Et pendant la pratique sportive, la personne qui atteint cette pathologie va souffrir de beaucoup de difficultés, surtout quand on pratique le vélo, surtout avec un cadre mal adapté, la musculation en général et le squat en particulier, puisqu'il demande une flexion et une charge supplémentaire. Donc moi maintenant je vais vous parler des facteurs de risque. Donc comme vous pouvez le voir sur cette diapo, on a pu classer les facteurs de risque en deux familles, les facteurs de risque liés à la pratique sportive et les facteurs de risque quotidiens, donc en dehors de cette pratique sportive. Vu qu'on est quand même en fac de sport, on s'est dit arbitrairement qu'on allait d'abord parler des facteurs liés à la pratique sportive. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce syndrome fémoro-patellaire, il peut être induit en fonction du type de pratique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, la nage, la natation avec la brasse, les mouvements de genoux qui sont vraiment pas très très bons pour ces derniers. Ensuite, tout ce qui est ski, randonnée ou course en montagne. Et enfin, nous avons l'haltérophilie et la musculation où au moment des squats notamment, on peut se retrouver en difficulté. Comme on peut le voir, il y a des erreurs qualitatives et quantitatives. Donc les erreurs qualitatives, elles se font surtout au niveau d'un matériel inadapté, donc des chaussures pas adaptées à la pratique par exemple. Les erreurs quantitatives, quant à elles, résultent d'une augmentation de la charge en intensité ou en nombre d'heures d'entraînement. Donc, ce syndrome fémoro-patellaire, il survient suite à un choc direct sur la face antérieure du genou ou suite à des micro-traumatismes répétés. Nous allons donc maintenant parler des facteurs liés au risque quotidien. Donc on s'est dit peut-être que certains envisageaient des reconversions professionnelles. Donc par exemple, poser du carrelage, jardiner et déménager sont vraiment des facteurs à risque pour ce syndrome. Car comme vous pouvez le voir, même malgré le fait que le carreleur ait des genouillères, ils sont tout le temps sur leurs genoux, donc c'est vraiment pas très bon. Et dans un dernier temps, comme on peut le voir sur l'image en bas à gauche, rester trop longtemps assis devant un écran ou faire des longs trajets en voiture est vraiment pas bon pour les genoux. Donc c'est pourquoi nous avons la partie de Benjamin tout à l'heure qui nous expliquera comment prévenir ce syndrome.
Alors maintenant, comment établir le diagnostic du syndrome fémoro-patellaire? Donc ce diagnostic il va se faire en 3 temps. Tout d'abord, on aura l'interrogatoire qui est essentiel car il permet souvent d'orienter le diagnostic. Durant cet interrogatoire, il y a le patient qui va décrire ses symptômes et si les symptômes ils correspondent à ce que Lalou vous a présenté tout à l'heure, on va passer à la deuxième phase qui est la phase d'examen clinique. Et durant cette phase d'examen clinique, l'expérimentateur, le médecin, il va faire un comparatif entre les deux genoux et il va évaluer l'articulation fémoro-patellaire. Donc cet examen clinique, il va se réaliser en 4 étapes. Une première étape qui est l'étape d'inspection où on va avoir une évaluation de l'alignement des membres inférieurs avec le morphotype des pieds et une possible amyotrophie des quadriceps. Ensuite, on va avoir l'étape de palpation qui, elle, va permettre d'identifier le site douloureux et la présence d'une instabilité patellaire. C'est lors de cette étape que si le patient ressent une douleur au niveau antérieur du genou, va y avoir des tests patellaires qui vont être plus spécifiques afin de confirmer le diagnostic. Ensuite, on a une troisième étape qui est l'évaluation des amplitudes articulaires des genoux et des hanches, et ça va se faire en passif et en actif. Et une quatrième étape et dernière étape qui est l'extensibilité musculo-tendineuse, c'est-à-dire l'évaluation de la souplesse du quadriceps, des ischio-jambiers, mais on a également la bandelette iliotibiale, les fléchisseurs de hanche et le triceps sural. Et pour confirmer ce diagnostic, on peut avoir recours à des examens complémentaires, donc il y en a différentes sortes. Le plus utilisé, c'est la radiographie. On peut également avoir recours à l'échographie ou le scanner, et dans une moindre mesure à l'IRM, parce qu'en général, il n'est pas nécessaire. Il est plutôt utilisé pour observer les lésions cartilagineuses. Donc, je vous en ai parlé juste à l'instant. Là, on va voir les différents tests patellaires plus spécifiques qui existent. Donc, le premier test patellaire, c'est le test de mobilité patellaire ou glide test. Il va permettre de mesurer l'amplitude de déplacement de la patella en fonction de sa largeur. Le test, il est d'abord réalisé le genou, en extension et il va permettre d'indiquer s'il y a une raideur latérale ou une hypermobilité de la patella. Ensuite, on a le deuxième test, le test du rabot, qui lui, il est plus évocateur d'une arthrose fémoro-patellaire que du syndrome, mais il est tout de même important car il permet d'identifier si on perçoit un frottement ou un accrochage entre la patella et la trochlée fémorale. Et lors de ce test, on a l'examinateur qui va poser ou exercer une pression au niveau de la patella, d'abord en extension, puis après lors d'une flexion-extension. Et donc s'il ressent un accrochage ou un frottement, ça peut être révélateur du syndrome. Ensuite, on a le tilt patellaire, où là, l'expérimentateur, il va prendre la patella entre son pouce et son index, ce qui va faire que la partie médiale de la patella va se trouver compressée. Et dans les cas sains, normalement, on devra avoir une élévation du côté latéral de la patella, ce qui fait que donc, le test, s'il se révèle positif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'élévation du côté latéral, donc un possible syndrome. Et ensuite, le dernier test, qu'on appelle le test de Tholen ou ascension contrariée de la patella. Alors ce test, il est réalisé le genou en extension. L'examinateur, il va plaquer la patella vers le bas et il va demander au patient de contracter son quadriceps. En plaquant la patella vers le bas, du coup, il va empêcher la remontée de la patella lors de la contraction. Et le test, il se révèle positif si le patient il ressent une douleur au niveau de cette patella. Mais dans ce test-là, il est également très important de faire la manœuvre, mais du côté contralatéral sur l'autre jambe, afin d'avoir une meilleure interprétation. Donc pour en conclure sur ça, les objectifs de ces 4 tests, c'est bien sûr donc d'évaluer la mobilité patellaire, mais également la congruence, donc bonne ou mauvaise, afin d'en déduire s'il y a une bonne ou une mauvaise stabilité de l'articulation fémoro-patellaire. Y a-t-il des questions? Parfait.
Donc, pour enchaîner, donc ma partie, je vais présenter un peu l'épidémiologie du syndrome. Donc, les différentes bulles qu'on a pu indiquer sur le diapo sont représentatives des résultats de différentes études qu'on a pu trouver dans la littérature. Donc, l'épidémiologie, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va nous apporter des informations sur le taux d'apparition du syndrome, sur les populations touchées et éventuellement sur les conditions d'apparition du syndrome. Donc la première étude qu'on peut voir ici, donc, qui indique 22 cas pour 1000 individus par an. Donc c'est une étude qui est parue en 2010, qui a été effectuée par Bolling et ses collaborateurs. Donc l'objectif de l'étude a été de déterminer la différence du genre dans la prévalence du syndrome fémoro-patellaire. Pour ça, ils ont eu recours à 1535 individus qui étaient tous membres de l'Académie navale américaine, et ce pendant 2 ans et demi. Donc les résultats qui ont été tirés sont une prévalence de 22 cas pour 1000 individus par an, avec un taux d'apparition qui est 2,3 fois plus important chez les filles par rapport aux hommes. Et ils ont défini aussi un syndrome qui apparaît suite à la répétition de montées et descentes d'escalier, de sauts, d'assises prolongées et de position accroupie qui est aussi prolongée. Donc ensuite, on a une étude qui a été, un état de la question qui a été proposé par l'IRBMS, qui est l'Institut régional du bien-être et de la médecine et du sport santé, donc qui a été fait lors du 15e congrès Armed Forces Hermes, qui a été fait en 2010. Donc en fait, cette étude, elle nous indique que 10 à 15% des pathologies du genou, que le syndrome fémoro-patellaire était concerné dans 10 à 15% des pathologies du genou, et qui touchait en général des populations plutôt jeunes, allant jusqu'à 40 ans, donc plutôt chez les moins de 40 ans, avec là aussi un taux d'apparition 3 fois plus important chez les femmes que chez les hommes, et un syndrome qui est aussi localisé plutôt chez des populations d'haltérophiles, de cyclistes et de volleyeurs. Ensuite, on a une étude qui a été menée par Callaghan et ses collaborateurs en 2007 et qui portait sur la prévalence du syndrome au Royaume-Uni. Donc c'est une revue de littérature. Donc cette revue de littérature, elle nous indique une prévalence qui évolue de 3 à 40% et sur des domaines assez élargis qui sont la médecine du sport et aussi la médecine militaire. Et elle appuie aussi, donc ça nous donne des chiffres qui, comme on va le voir par la suite, sont assez proches mais quelque peu élargis. Ensuite, on a une étude dont les résultats sont présents ici, qui nous présente 16 à 25% des pathologies en course à pied. Donc cette étude a été faite par Dixit et ses collaborateurs en 2007. Et cette étude nous indique donc une prévalence de l'apparition chez des coureurs qui s'élève entre 16 et 25%, donc ce qui suit un peu ce qu'on a pu voir précédemment. Ensuite, donc on a des chiffres qui sont sortis à l'occasion d'un consensus sur les douleurs fémoro-patellaires lors de la 3e journée d'internat de recherche sur la douleur fémoro-patellaire qui s'est déroulée à Vancouver en septembre 2013. Donc cette étude, elle nous indique une prévalence de 25 à 40% des pathologies du genou, et cette fois-ci en médecine du sport. Ensuite, on a une étude prospective qui a été menée, par Dorothea et ses collaborateurs en 2003, qui a été faite sur 2 ans sur des recrues militaires qui étaient en formation. Donc cette étude, elle a permis de déterminer une prévalence de 48 cas de syndrome fémoro-patellaire qui ont été détectés donc sur 3 mois et sur 1020 soldats. Et ensuite, pour finir, on a une étude israélienne qui indique une prévalence de 4,15%. Donc cette étude, elle a été menée en 2010 par Lackstein et ses collaborateurs. L'avantage de cette étude, c'est que ils avaient une population qui était assez élargie, donc qui était composée de plus de 97 000 sujets. Et sur ces 97 000 sujets, les sujets qui étaient sélectionnés étaient en général, étaient tous sains. Par sains, j'entends des sujets qui n'avaient pas eu des antécédents de pathologies localisées au niveau du genou. Et donc sur cette étude, on a une prévalence qui est établie à 4,15%. Et
contrairement aux autres études, ils trouvent dans celle-ci une prévalence qui est plutôt appuyée chez les garçons plutôt que chez les filles. Donc si on peut résumer un peu ce qu'on vient de voir, donc on peut dire que le syndrome est plutôt localisé chez des populations jeunes. On peut aussi dire que le syndrome est plutôt marqué chez des populations filles plutôt que garçons. Et ensuite que cette pathologie est présente dans le milieu, dans la vie courante, mais très présente dans le milieu sportif. Donc je vais laisser ensuite place aux filles pour la suite. Donc on va passer aux traitements médicaux. Le but des traitements, quel qu'il soit, est avant tout de rendre l'articulation fémoro-patellaire asymptomatique. Donc on a les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les infiltrations et le repos sportif. Alors on commence. Les antalgiques, ce sont les médicaments qui calment et suppriment la sensibilité à la douleur. Ensuite, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont les médicaments qui luttent contre les inflammations, parmi lesquels les plus connus sont l'aspirine ou l'ibuprofène. Les infiltrations. Une infiltration consiste en l'injection d'une substance dans un tissu ou une articulation à des fins thérapeutiques. Enfin, le repos sportif. Le repos est quelque chose de primordial. Il permet de récupérer de l'énergie et de la force, ainsi qu'aux muscles endoloris de se reconstruire. Je passe la parole. Bonjour tout le monde, maintenant je vais vous présenter le traitement de physiothérapie ou de kinésithérapie. La rééducation doit être dosée progressive. Étant effectuée par des kinésithérapeutes, il est important que les patients puissent continuer leur exercice à la maison. Voici c'est le traitement et après je vais vous présenter en détail. C'est le traitement qui est effectué par les appareils. La première photo montre l'ultrason et après c'est le laser. À la fin c'est la cryothérapie. Ensuite, c'est les exercices d'assouplissement afin de soulager la tension musculaire et la relaxation. Et un boston-opératoire pour éviter la tension des tissus musculaires. Et pour mieux accepter des renforcements musculaires, pour mieux soutenir et stabiliser les articulations. Après, c'est le massage. Tout comme les traitements, la massothérapie permet de maîtriser l'inflammation et de soulager la douleur. Après, c'est l'orthèse par le bord d'une genouillère pour protéger l'articulation et permettre une meilleure récupération du genou après la chirurgie. À la fin, c'est le tapping rotulien macrocolone. Maintenant, c'est la meilleure façon pour contrôler la douleur des syndromes fémoro-patellaires, popularisé par macrocolone avec un tapping rigide. Mais maintenant, ce tapping est pratiqué avec un tape élastique
du neuroproprioceptif, aussi efficace et plus confortable. Maintenant, je vais passer ma parole à ma collègue. Moi, je vais vous parler de l'activité physique adaptée. Donc, qu'est-ce que l'activité physique adaptée? En fait, ça constitue notamment la prise en charge d'un public handicapé. C'est très global. En fait, ça se rapproche un petit peu de l'activité des kinésithérapeutes, sauf que dans le cadre de l'activité physique adaptée, on va organiser l'intervention sous la forme de séances qui vont se composer donc d'un échauffement, d'un corps de séance et d'un retour au calme. Et donc cette intervention se fait en articulation avec les professionnels de santé. Donc pourquoi l'activité physique adaptée? Eh bien parce qu'elle permet de réduire les symptômes. Elle permet aussi de prévenir les comorbidités en améliorant la qualité de vie et de potentialiser les bénéfices des traitements conventionnels. Donc encore une fois, elle peut être adaptée et intervenir en interaction avec l'action des kinésithérapeutes. C'est un travail complémentaire. Donc à quel moment est-ce qu'on peut intervenir au niveau de l'activité physique adaptée? À n'importe quel moment en réalité. À partir du moment où les capacités des sujets, enfin des patients sont suffisantes. On ne va pas aller au niveau de la douleur. L'intérêt est vraiment de pratiquer une activité indolore pour vraiment permettre la rééducation, un peu comme le pratiquerait le kiné. Voilà, elle peut se faire donc directement après le diagnostic ou se faire après quelques séances de kiné. Au moment où le quadriceps va à nouveau jouer son rôle de stabilisateur de la patelle. Donc où est-ce qu'on peut pratiquer de l'activité physique adaptée? De plus en plus dans les clubs sportifs, des sections sport adaptées se développent, mais c'est encore un phénomène assez nouveau. On a aussi des associations qui le permettent, notamment Ciel Bleu, qui est une association qui se développe de plus en plus, ou aussi au niveau des hôpitaux, dans les centres de rééducation notamment. Donc comment on s'organise? Comme je vous l'ai dit, au niveau de séance, donc avec un échauffement, un corps de séance, et un retour au calme. Donc les demandes sont constamment adaptées aux capacités des patients. Et donc dans le cas du syndrome fémoro-patellaire, on va préconiser malgré tout l'utilisation d'une orthèse dans un premier temps, afin de ne pas intervenir sur le processus pathogène. Donc l'objectif de la séance, au niveau de l'activité physique adaptée, on va intervenir plutôt sur du renforcement musculaire. On va intervenir vraiment sur ce qui est musculaire, donc renforcement et étirement. Donc le principal objectif sera donc de renforcer le quadriceps. Le quadriceps, quand je vous parle du quadriceps, c'est notamment le vaste médial, qui a un effet stabilisateur de la patella. Pendant très longtemps, on est resté sur ce traitement comme étant le seul traitement possible. Aujourd'hui, on se rend compte, après différentes études, que le renforcement est plus global. Il faut faire un renforcement des membres inférieurs dans leur globalité. Donc le quadriceps, les rotateurs de la hanche, abducteurs de la hanche et aussi les gastrocnémiens. On va aussi travailler forcément sur les ischio-jambiers en parallèle, mais on va faire un travail beaucoup moins important, car l'idée est vraiment de travailler sur le quadriceps. Sur les ischio-jambiers, on fera un petit peu de renforcement pour ne pas induire un déséquilibre trop important, mais on va surtout faire des étirements. Pourquoi les étirements? Parce qu'il s'agit de réduire le tonus musculaire au niveau des ischio-jambiers. Un tonus musculaire trop élevé au niveau des ischio-jambiers a un effet délétère sur le travail du quadriceps. Donc il faut vraiment rééquilibrer le travail entre les deux groupes musculaires. Donc un exemple d'activité de séance d'appât, on peut intervenir sur l'activité STEP. C'est l'activité la plus classique. On est sur du renforcement musculaire, c'est l'activité la plus ludique à mettre en place. On peut intervenir, on peut utiliser de la musique notamment. Et donc l'activité permet d'adapter la demande en fonction des capacités de chacun. Donc c'est encore plus vrai au niveau du STEP, parce que l'activité se fait au niveau des demandes de l'enseignant. Et donc elle peut être pratiquée en salle comme à l'intérieur, ce qui est pratique dans un processus de rééducation. On peut mettre facilement cette activité en place dans les centres de rééducation et hôpitaux notamment. Donc malgré tout, on a des précautions à prendre, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le port d'une orthèse afin de maintenir la patella en place. L'utilisation de chaussures adaptées pour ne pas avoir de problèmes ensuite au niveau articulaire. On a déjà une pathologie, on va peut-être éviter d'en développer d'autres, comme l'arthrose. Et donc le patient doit respecter la biomécanique de ses membres inférieurs. Par là, j'entends que lorsqu'il va poser un appui, il doit vraiment toujours respecter l'alignement entre sa hanche, le genou et la cheville, pour ne pas induire de rotation du genou et ne pas appuyer dessus. Donc le déroulement de la séance, on va commencer avec des étirements. Donc d'abord des étirements actifs pour solliciter notamment les quadriceps, les gastrocnémiens et les muscles de la hanche, et plutôt des étirements passifs au niveau des ischio-jambiers, pour justement détendre le muscle et faciliter le travail du quadriceps. Donc au niveau du corps de la séance, donc on va commencer avec cette notion qui est la plus importante, le renforcement du quadriceps. On peut travailler à partir de squats par exemple, on peut maintenir des squats, on peut effectuer aussi un travail d'équilibre sur une jambe,
qui permet aussi de solliciter les quadriceps. Ensuite, on va intégrer, on va progresser à chaque fois. On va commencer avec du travail plutôt spécifique du quadriceps, même si on a aussi un travail sur le niveau des membres supérieurs, mais qui est moins important pour l'aspect pathologique. Ensuite, on va intégrer des exercices de gainage. On va notamment, par exemple, maintenir la position squat lors des exercices ou maintenir la position en équilibre pendant plus longtemps. Et donc, on va aussi effectuer par la suite du renforcement musculaire au niveau des abducteurs de la hanche et des rotateurs de la hanche. Donc, au niveau des adaptations, au niveau des steps, on peut donc diminuer le rythme des consignes, on peut diminuer le rythme de la musique. Par exemple, si on veut vraiment être calé sur la musique, sur le tempo, on peut diminuer la musique pour faciliter la demande. Donc là, je vous ai parlé plutôt des steps, mais c'est une activité qui est plus à connotation féminine. Messieurs, si vous avez un problème de syndrome, vous pouvez donc aussi vous orienter vers du tennis de table, par exemple. Pourquoi le tennis de table? Parce que vous pouvez, comme on voit sur la photo, faire un travail plus important au niveau des jambes, au niveau du quadriceps, toujours être en flexion. Ça permet donc de travailler le quadriceps en priorité, et puis on peut intégrer des exercices à nouveau pour toujours travailler sur les abducteurs de la hanche notamment. Et donc le crawl, pas la brasse comme l'expliquait mon collègue tout à l'heure. Pourquoi le crawl? Parce qu'il vous permet donc de travailler véritablement aussi sur les quadriceps en travaillant donc, notamment au niveau des jambes. C'est le travail des jambes. Donc là, même si vous n'êtes pas bon nageur, vous pouvez quand même pratiquer le crawl. On peut utiliser notamment aussi des palmes afin de travailler un petit peu différemment, ou utiliser une planche afin de faciliter le travail. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Pour l'instant, non, on est bien d'accord. Mais de plus en plus, on commence à avoir des lois qui commencent à arriver vraiment sur les activités physiques adaptées. Et de plus en plus, on se pose la question, mais pour l'instant, non. Là, c'est en essai pour le moment dans certaines villes de France, notamment Strasbourg. Ça a vocation à être remboursé. Strasbourg, c'est la mairie qui paye 200 000 € pour essayer de financer ces actions. J'ai bien vu, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, mais à l'heure actuelle, c'est quoi le niveau de preuve dans la littérature sur l'activité physique adaptée pour le syndrome féminin-patélaire? Je pense qu'il est assez faible, mais en fait l'idée c'est vraiment de s'inspirer de ce que pourraient faire les kinés, mais en l'adaptant en fait au cours d'une séance précise. Moi, je suis pas sûr que j'irais conseiller du step à mes patients qui ont du syndrome féminin-patélaire. Parce que justement, tu as dit, ça a été dit par d'autres avant que j'arrive, sans doute, je vais le redire. La montée et descente des escaliers, déjà, est un des symptômes qui est évocateur de cette souffrance. Donc, quand on fait du step, et il y a aussi une notion qui est importante par rapport à l'activité physique adaptée, à mon avis, c'est la notion qu'il faut, chaque fois qu'on veut que ce type d'exercice marche, il faut le faire dans la durabilité. Et le problème de faire accepter à des gens de faire des exercices comme ça, il faut qu'il y ait un minimum pour eux de goût à le faire, de plaisir à le faire. Et donc, c'est vraiment très important, parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, voilà, nous on voudrait que vous fassiez ça. Il faut se mettre en accord avec eux pour se dire, voilà, quelle va être. C'est ça, s'adapter. C'est aussi adapter à la condition des gens, et pas seulement à la condition physique, mais aussi à la condition psychique. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire du tennis de table, qui n'ont pas envie d'aller à la piscine, par exemple. Donc il faut trouver les moyens pour les entraîner vers des choses qui leur font plaisir. Parce que sinon, s'il n'y a aucun goût à ça, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Ils vont aller une première fois pour faire plaisir à leur médecin, à leur éducateur sportif, mais ça va vite s'arrêter. Et pour que ça soit efficace, il faut que ça soit durable dans le temps. On a un peu l'intervention de monsieur sur un peu une incompréhension sur le choix de l'activité physique, parce que je ne comprends pas. Vous avez dit que l'haltérophilie c'est un facteur favorisant le syndrome. Moi j'en parle parce que je pratique l'haltérophilie. Et dans des activités physiques adaptées, vous proposez des mouvements polyarticulaires comme dans l'haltérophilie avec des squats et du renforcement musculaire. Et l'haltérophilie, le sport en lui-même c'est du renforcement et il y a du squat, donc je ne comprends pas
en quoi c'est un facteur favorisant le syndrome et en quoi c'est un facteur protecteur du syndrome. En fait, l'idée de la base, c'est vraiment de s'adapter aux compétences, aux capacités des personnes. Évidemment, dans l'haltérophilie, on est vraiment sur un travail avec des poids très très importants. On va vraiment solliciter les articulations avec beaucoup de force. Là, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne, c'est toujours d'effectuer un travail indolore et de travailler avec des flexions de genoux, notamment, qui sont plus faibles qu'avec des vrais squats, par exemple. Les squats, là, ça va être des demi-squats, par exemple, au lieu de faire des squats véritablement comme on peut faire en musculation ou comme en haltérophilie. Vraiment, l'idée, c'est de renforcer le quadriceps, mais sans trop aller trop violemment dans le mouvement, en fait, toujours en protégeant les articulations. Pour compléter ta réponse, je pense qu'on peut dire à notre collègue qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a les gens qui ont le syndrome, avec déjà des lésions, etc., pour lesquels probablement il faut être prudent sur ces activités. Et puis, il y a la prévention. Et probablement que l'haltérophilie, voilà, il ne faut pas le panier, c'est sûrement un sport assez riche, assez complet, où effectivement on va pouvoir prévenir chez des gens où on a déjà calmé le phénomène douloureux. Je verrais ça plutôt pour éviter des récidives, que par contre c'est vrai que quand les gens ont mal, bien sûr il y a une flexion. Quand on fait de l'épaulé jeté par exemple, c'est sûr qu'on est en flexion importante avec du poids et qu'on va majorer les douleurs. Donc sûrement pas à cette étape-là. Par contre, dans une étape de prévention, là ça peut être intéressant. Oui. Je rejoins complètement Eric, l'objet de la demande pour ce séminaire, d'abord je vous félicite tous, c'est super. Parce qu'habituellement, on forme des étudiants, on leur donne un cours sur les syndromes de pathologie morale, et après on leur demande de venir s'asseoir une heure sur les tables, et on lui demande, voilà, qu'est-ce que tu connais? Je peux parier avec vous qu'au bout de 2 mois, quand on repose la question à l'étudiant, il se rappelle de rien. Ça se trouve que dans d'autres pays, ils font plus ce genre de travail. Moi, j'en ai vécu des choses comme ça et j'ai gardé en souvenir beaucoup plus ça qu'une heure d'examen écrit. Je dis bravo. Après, je pense que je vous félicite aussi dans le sens où vous étiez très prudent dans vos présentations parce que l'objectif, ce n'est pas de se prendre pour des médecins. L'objectif, c'est de faire un état des lieux vulgarisé, l'anatomie fonctionnelle, c'est des choses que vous pouvez, parce que vous l'avez en cours. Et après, faire un état des lieux sans rentrer dans le descriptif de ce qui se fait, sans se prendre pour un médecin, avec les bien. Donc, ça, c'était bien. Quand on arrive à l'exercice physique, c'est tout à fait normal qu'ici en France, on arrive dans des confusions. Pourquoi? Parce que la question qu'Eric a posée, c'est une question principale, c'est la clé du soin aujourd'hui. Est-ce que le traitement par l'activité physique et sportive, est-ce qu'il est pris en charge par la sécurité sociale et mutuelle? Ce qui est le cas dans les pays anglophones, ce qui n'est pas le cas ici. Et ici, la difficulté, c'est que les soins par l'activité physique et sportive les formations sont dans des IFR STAPS. À l'étranger, ils sont dans des pôles de médecine du sport, de la faculté de médecine. Et donc, la formation, je ne veux pas utiliser le mot, elle est plus pertinente, mais la formation, elle est en lien direct avec le patient et elle est contrôlée par les médecins. Donc, c'est quand même, on a le lien avec les patients, il est là, par l'intermédiaire des médecins. Donc ça, c'est pour vous dire pourquoi aujourd'hui le ministère de la Santé, effectivement, n'autorise pas. Et ça se comprend. Est-ce qu'on est mûr aujourd'hui à prendre un patient quand on voit un travail, quand on a main, vous allez être même deux. Est-ce qu'on est mûr? Non. On s'améliore, mais il faut vraiment que ça soit rattaché à la faculté de médecine et que ça soit supervisé par le cadre médical. Sinon, on ne peut pas découvrir un patient au dernier moment. En tout cas, la prestation d'activité physique et sportive, il faut qu'elle soit toujours dirigée par un médecin. Et le professionnel d'activité physique et sportive, il travaille pour le patient et le médecin. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui existe. Et je pense, j'espère que la France elle ira vers ça. Maintenant, si on parle du syndrome pathologique,
qui manque dans la présentation, c'est les publications. Il a dit Eric, c'est les dernières publications sur le syndrome patellofémoral. Une particularité du syndrome patellofémoral, vous l'avez dit tous, l'origine est multifactorielle. Et le traitement aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est un traitement écrit dans un livre, on l'applique partout. Le même traitement presque. Or, comment proposer le même traitement pour une pathologie dont l'origine est multifactorielle? Donc il n'y a pas de traitement fléché par origine de pathologie. Sauf que vous, normalement, vous devez répondre. Vous avez fait des TP. Et l'enseignante qui a fait le TP avec vous, elle est ici présente. La recherche montre qu'il faut déterminer l'origine. Quand c'est multifactoriel, il faut déterminer, il faut arriver à séparer les facteurs. Et trouver les facteurs. Les facteurs, vous l'avez dit, ça peut être mécanique, ça peut être le pied, ça peut être la hanche, ça peut être le dos, ça peut être le genou, ça peut être l'angle hanche, genou, pied, ça peut être les muscles. Mais aujourd'hui, il y a des appareils, notamment la radiologie, qui vont permettre de définir le facteur, peut-être 2 facteurs, peut-être 3. Une fois qu'on a défini le facteur, on peut travailler. Mais aujourd'hui, je vous accorde, là, la collègue kiné, elle va nous donner certainement des traitements qui sont proposés par les kinés, qui sont généraux, mais qui ne sont pas spécifiques. Ce qui nous manque aujourd'hui dans le traitement du syndrome patellofémoral qui est multifactoriel, c'est des données objectives, des mesures objectives, qui vont identifier l'origine du problème, et on ne peut pas prescrire quelque chose sans avoir identifié l'origine. Voilà de façon. Sur la question que la collègue elle a évoquée, le syndrome patellofémoral, avant, on l'appelle le jumper's knee. Il faut séparer les syndromes patellofémoraux qui sont liés à des morphologies anatomiques. C'est des cas, il ne faut pas les rentrer dans le jumper's knee. Chez les sportifs, si on parle chez les sportifs, le jumper's knee, c'est souvent les activités telles que le volleyball, le basketball, certains le saut en hauteur et tout ça. Parce que l'haltéro, ils ne sont pas dedans. Ça, c'est clair. Et là, je ne peux pas tout redire rapidement, il faut revenir sur ce qu'a dit Eric. Est-ce qu'on parle d'un patient ou avant le patient? C'est un peu compliqué de mettre tout le monde dans le paquet. Mais de toute façon, chez les sportifs, c'est les activités à base de saut. Et ce qui provoque, de façon générale, ce syndrome patellofémoral, qui est multifactoriel, je répète, mais ce qui le provoque, c'est les derniers 30 degrés d'extension. C'est dans ce mouvement-là, on le répète trop, c'est que sur ce mouvement-là, effectivement, la patella, elle sort du groove, du canal entre les deux condyles, et c'est là qu'elle a plus de chances d'aller à droite, latérale. Mais de toute façon, les activités physiques qui ont plus tendance à provoquer ou à sponsoriser ces syndromes patellofémoraux, c'est les activités à base de saut et c'est les derniers temps de c'est super et moi je dis bravo parce que c'est pas une tâche facile de proposer en oral ce que quelqu'un pense qu'il peut écrire sur une feuille tout seul. Merci. Très bien, du coup on va donner la parole à Monsieur Lespesai qui va nous présenter un aspect macroscopique de l'articulation fémoro-patellaire. Macroscopique. Il va y avoir un peu de redite, je suis désolé parce que j'ai pas forcément bien compris tout ce que vous attendiez de moi aujourd'hui. Les aspects macroscopiques, tu vois là. Bonne présentation. Merci. Alors, il se trouve qu'hier, en fait, hier soir, j'étais à Bourges. On m'entend suffisamment là. J'étais à Bourges où on a été invité par le CDOS, c'est-à-dire le comité départemental olympique du Cher, pour un topo qui était le premier colloque organisé donc par cette société
colloque sport et santé. Et le thème était centré beaucoup sur l'activité physique adaptée, ce qui fait qu'effectivement j'ai beaucoup apprécié la présentation de notre collègue parce qu'elle est à la mode. Et en rhumatologie, on s'est emparé de cette activité physique adaptée parce qu'on pense effectivement qu'elle va faire partie de la prise en charge des patients et qu'elle va nous amener à améliorer la situation de ces patients, mais c'est vrai qu'il faut en connaître les limites. Et il y en a beaucoup que je n'ai pas eu le temps d'ailleurs de présenter hier soir parce que tous les orateurs avaient pris beaucoup de temps, notamment les huiles politiques qui avaient été invités avant, qui chacun ont pris 5 minutes, si bien qu'après il restait beaucoup moins de temps pour les orateurs. Et donc en l'occurrence, la question effectivement du remboursement de cette activité pose problème. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, on va instaurer une médecine à 2 vitesses, ceux qui vont pouvoir se payer les activités physiques adaptées, et puis ceux qui ne pourront pas. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quand même au moins 2 mutuelles. Hier soir, je n'ai pas fait le tour de toutes les mutuelles qui existent pour regarder ce qui se faisait, mais il y avait 2 mutuelles, la Maïf, on va citer des noms, et puis l'autre, elle s'appelle, je ne sais plus comment, tu te rappelles? Une mutuelle familiale. La mutuelle familiale, donc, qui toutes les deux rembourse. Il y a carrément un forfait de 500 € quand même sur l'année qui est pris en charge par les mutuelles en complément et qui permet aux gens effectivement d'aller donc faire ces activités physiques adaptées. Alors après, qui doit faire l'activité physique adaptée? À mon avis, il faut que ce soit des gens qui justement sont diplômés d'activité physique adaptée, comme on en sort ici de cette université. Et puis aussi, l'idée, moi, c'est que je pense qu'il faut aussi que ces gens-là aient au moins des rudiments de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, parce que ça, c'est vraiment important. J'ai déjà évoqué le fait qu'il était important d'être dans la durée de ces exercices et que, bien sûr, une fois qu'on n'est plus encadré par le coach sportif, il faut continuer à faire cette activité adaptée régulièrement parce que quand on a, par exemple, des malformations anatomiques qui favorisent le syndrome fémoro-patellaire, ces malformations, elles vont rester. Et donc, les causes produisant les mêmes effets, même si vous arrivez à un moment à soulager des symptômes, un peu plus tard, ça va revenir si vous n'entraînez pas votre corps, et en particulier vos muscles, à avoir donc les bonnes réactions en fonction des différentes activités de la vie de tous les jours. Donc ensuite, pour parler de ce qu'a dit Eshmi, qui m'apparaît essentiel, et je vais remontrer toutes les causes qui peuvent entraîner ce syndrome fémoro-patellaire, c'est évident que là, à l'heure actuelle, je peux vous dire, y compris les rhumatologues qui normalement en savent un peu plus sur ce syndrome fémoro-patellaire, les ordonnances de rééducation pour syndrome fémoro-patellaire, c'est en gros rééducation du droit interne. Ok, sauf que bien sûr le droit interne est important, mais il n'y a pas que le droit interne, il y a plein d'autres facteurs qui interviennent. Et donc du coup, c'est vrai que quand on se contente d'une prescription aussi approximative, le résultat final, il est rarement bon, parce qu'on n'a pas pris en charge la globalité des facteurs qui pouvaient intervenir. Alors c'est une pathologie chez nous qui est très très fréquente, c'est un motif de consultation hyper fréquent, la pathologie fémoro-patellaire. Et typiquement, notamment quand c'est une jeune femme qui vient se présenter pour une douleur spontanée du genou, dans plus de 50% des cas, c'est un syndrome fémoro-patellaire. Déjà, c'est plus fréquent donc chez la femme. Je ne sais pas si les épidémiologistes en ont parlé tout à l'heure, mais c'est admis dans la littérature. Et donc, quand on se plaint d'une douleur spontanée du genou, et donc chez les sportifs, il faut se méfier de ça d'emblée. Il y a certains sports, alors Eshmi, tu disais l'haltérophilie, non, mais il y a dans la littérature, malheureusement, il y a des travaux qui disent quand même que l'haltérophilie, le cyclisme, l'aviron, certains sports, on va en reparler d'autres, tu as cité aussi les sports avec les sauts, je vais en reparler, sont des sports quand même qui en fait vont révéler des fois,
quand ils sont pratiqués éventuellement dans de mauvaises conditions, vont révéler chez des gens qui, autrement, s'ils n'avaient pas fait ces activités sportives, vont pouvoir révéler le syndrome, ou en tout cas vont faire qu'il va se révéler plus tôt dans leur vie que s'ils n'avaient pas fait d'activité sportive. Et là, ça se serait révélé le plus souvent beaucoup plus tard. Alors ça, je ne vais pas insister là-dessus, mais pour vous dire que les médecins, après, dans le syndrome fémoro-patellaire, font souvent le distinguo entre la pathologie quand il y a des déplacements et puis sans déplacement, avec des formes où il y a des variations dans le plan frontal ou dans le plan sagittal. Bon, je ne vais pas détailler ça parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais après on raisonne comme ça quand on veut aller plus loin pour disséquer un petit peu les gens qui ont ce syndrome fémoro-patellaire. Alors, comment ça se présente? Bon, je m'excuse, je vais être redondante. Tu as fait une très très belle présentation. Je vais reprendre certains points de ta présentation et puis je vais te piquer tes photos parce que moi j'ai des croquis dans des bouquins, c'est pas très beau. Toi, tu as pris des photos avec des gens qui examinent, c'est quand même mieux. Donc, c'est caractérisé par des douleurs à la face antérieure du genou. Les gestes sportifs, donc les gestes sportifs qui sont incriminés, c'est les flexions intenses, répétées avec des positions prolongées en flexion. Et en dehors du sport, on a dit, c'est souvent des gens qui nous disent qu'ils sont gênés, et notamment ils sont plus souvent gênés à la descente des escaliers qu'à la montée des escaliers, mais aussi à l'accroupissement. Et puis nous, on a un truc qu'on aime bien entre rhumatologues, on dit le signe du cinéma. C'est-à-dire quoi le signe du cinéma? Ça pourrait être le signe du théâtre ou de l'opéra ou, voilà, ou des repas de famille qui se prolongent. En fait, c'est le fait d'être assis de façon prolongée, comme on peut l'être aussi quand on fait un long voyage et qu'on ne respecte pas les recommandations de la sécurité routière et qu'on ne s'arrête pas pendant des heures de conduire. Eh bien, au moment où on se relève, on peut avoir une douleur effectivement sur la face antérieure de notre genou qui va faire évoquer ce syndrome fémoro-patellaire. Il y a un truc important, quand tu as défini les étapes, tu as dit l'inspection, la palpation, etc. J'aime bien, c'est très bien. J'ai bien aimé aussi que tu dises, à un moment, tu l'as dit et c'est important, l'examen doit être comparatif. Il y a autre chose, c'est il faut regarder, quand les gens viennent vous voir, il faut leur demander comment ils montrent leur douleur. On va leur demander quel est le siège de la douleur. Et là, ce moment-là est important dans le syndrome fémoro-patellaire parce qu'ils ne vont pas vous montrer un point comme ça précis. Souvent, ils vous montrent, ils prennent leur main entière et ils me disent « ça me fait mal là ». D'accord? Et ça, déjà, nous, par rapport à quelqu'un qui va nous dire « j'ai mal là » ou « j'ai mal là » ou « j'ai mal derrière », voilà, le fait qu'ils prennent leur main en entier pour montrer la face antérieure du genou, ça va nous évoquer, ça va nous orienter. Je ne dis pas qu'on conclut forcément à chaque fois que c'est ça, mais c'est un signe d'orientation qui est intéressant pour nous, de même que le signe du cinéma. Alors à l'examen, bon, je vais en passer, hein, le signe du rabot, les douleurs exquises à la palpation des facettes, on va voir qu'on palpe les facettes, et c'est très important quand on palpe ces facettes justement de faire l'examen comparatif, parce que si la valeur des signes, comme tu l'as évoqué, n'a de sens que si on a les signes que du côté qui est suspecté d'être douloureux. Si vous avez les mêmes signes du côté qui est asymptomatique, eh bien, bien sûr, la valeur du signe perd complètement sa significativité. Quant à ça, tu l'as signalé, hein, c'est la manœuvre de Zollen dont tu as parlé, la douleur à la contraction contrariée du quadriceps, moi, dans mon expérience, et ce que disent les collègues rhumatologues, c'est beaucoup plus discutable parce qu'on rencontre ça, y compris chez des gens qui n'ont aucun problème de rotule. Parce que c'est un test qui est quand même douloureux. Donc, même chez des gens qui n'ont aucun problème rotulien, on peut avoir ce signe, donc non. La percussion directe, oui, on le fait volontiers. On s'intéresse aussi à cette percussion directe parce que quand vraiment la percussion sur la rotule et tout l'environnement du genou est douloureux, dans ce cas-là, on se méfie aussi d'une autre pathologie qui est le syndrome douloureux régional complexe, où le fait d'avoir des douleurs comme ça à la percussion simplement doit nous faire suspecter cette complication. Voilà, donc la palpation des facettes, tu vois que c'est beaucoup moins joli que tes beaux schémas.
des belles photos, mais pour autant on voit bien, donc on palpe, hein, on prend en fait l'index, hein, et puis on va essayer de mettre son index sous la facette rotulienne, d'un côté comme de l'autre, et bien sûr avec l'examen comparatif. Et puis alors souvent, à ce syndrome douloureux, il peut s'associer ça. Je ne sais pas, je suis arrivé en retard, je suis désolé, je n'ai pas pu être avec vous dès ce matin. Ça, les patients nous l'expriment. Et d'ailleurs, ça nous pose des fois des problèmes. On se dit, est-ce qu'ils n'ont pas par hasard eu une rupture d'un ligament pour expliquer cette instabilité qui nous signale? Alors, c'est des dérobements un peu imprévisibles du genou qui peuvent aller jusqu'à entraîner une chute. Et en tout cas, chez les sportifs, ça peut survenir aussi à la course, à la descente d'escalier, à la réception des sauts, parce que en fait c'est produit d'après ce qu'on pense de cette pathologie, parce qu'il y a une espèce d'instabilité, mais aussi parce qu'il y a de la douleur qui se crée, qui sidère de façon un peu brutale le quadriceps et qui fait qu'on a ces sensations d'instabilité qui peuvent conduire les gens, eh bien ils sont plus très sûrs de leur articulation. Et ça, bien sûr, c'est important de le rééduquer chez un sportif, parce que là, il va avoir... moi, sport, j'assimile à compétition. Hein, c'est pas forcément la notion du sport. On peut le concevoir compétition, on peut le concevoir sous l'aspect ludique également. C'est vrai que moi, étant été compétiteur, j'aime bien me dire la compétition, et du coup, on se dit, pour que le gars puisse retourner en compétition, le gars ou la fille d'ailleurs, eh bien, il faut lui redonner confiance. Et quand un sportif de haut niveau a été blessé, le problème de la confiance dans le mental, c'est très 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 important pour être de nouveau hyper compétitif. Hop, ça n'avance pas, ça y est. Donc à l'examen, on va rechercher bien sûr dans le plan frontal, surtout en dehors. Hein. Alors, on va voir sur les radios que je vais vous montrer que les instabilités, c'est surtout en dehors, avec le signe de la baïonnette que je vais vous remontrer en flexion, le signe de Smiley, dont tu n'as pas parlé, je pense. Et puis on va noter la précocité ou pas de la relaxation de la rotule au cours du test qu'on va faire lors du signe de Smiley. Et bien sûr, on va faire ces examens cliniques de façon toujours comparative. Alors voilà donc la recherche de l'hypermobilité. Donc on va pousser avec ses 2 pouces vers l'extérieur. Vous voyez que le patient est en décubitus dorsal avec le quadriceps relâché et le genou en extension. Et on va pouvoir apprécier donc cette hypermobilité, donc notamment en dehors. Et puis le fameux signe de la baïonnette. Donc en fait, vous voyez que l'axe des index précise l'axe de l'appareil extenseur. Et donc, on va pouvoir regarder si les 2 index ne sont pas dans le même axe. Et ça va signer donc des problèmes potentiels de syndrome fémoro-patellaire. Et on va regarder si ça se réduit en flexion à 30 degrés de flexion ou pas. Donc là, le signe de Smiley, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'avec nos 2 pouces, on va pousser la rotule vers l'extérieur, et chez les gens qui ont eu des gros problèmes d'instabilité rotulienne, ça va provoquer même chez certains un signe tellement, de la douleur, et même ils vont arrêter l'examinateur, et c'est en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai mis que c'était un test d'appréhension, c'est-à-dire que le fait même de faire ça, vous voyez, va faire que le sportif, la personne examinée, va vous dire d'arrêter parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'il va y avoir de nouveau un acte d'instabilité. Donc le syndrome rotulien avec déplacement peut se faire dans le plan frontal, sagittal ou horizontal. Donc la résultante des facteurs, c'est que ça tend à chasser, comme vous allez le voir, la rotule en dehors. Et donc on distingue, si on allait plus loin dans les explorations, les déplacements qu'on appelle stables, avec luxation ou subluxation permanente, et puis des déplacements qu'on appellerait instables. Et donc je vais vous montrer là sur quelques schémas les facteurs préexistants qui peuvent prédisposer donc à la pathologie. Et Eshmi en a parlé, c'est pour ça que je me disais tiens, il va me faire mon cours, j'ai plus rien à dire. Donc il vous a parlé de tout ça, là juste à l'instant, je ne sais pas si vous aviez évoqué ce matin avant que j'arrive tous ces éléments, mais tous ces éléments peuvent être, et du coup vous voyez bien que, et encore il y a une deuxième DAPO, on va jusqu'à 10 ou 11, donc vous voyez bien que si on prend en charge un facteur,
on ne fait pas notre job, ou on le fait incorrectement, parce qu'il peut y avoir, il y a des gens qui ont à la fois, par exemple, une torsion tibiale externe et puis de l'hyperlaxité. Et bien sûr, si vous ne prenez en charge que l'un des deux, vous n'allez pas être complet pour la prise en charge. Donc vous voyez qu'il y a des anomalies osseuses, des défauts de la balance musculaire, et puis, je ne vais pas détailler bien sûr, hein, et puis des défauts donc de stabilisation passive. L'aileron interne peut être étiré ou rompu, l'aileron externe peut être épaissi ou rétracté, comme vous le voyez, et puis il peut y avoir des défauts proprement fémoro-patellaires, du fait de pathologies diverses, hein. Ça peut être des dysmorphies avec des agénésies patellaires, des rotules plates, de l'agénésie qui peut concerner au contraire la gorge trochléenne, voyez, ou la trochlée qui va être convexe ou basse, des rotules qui peut être haute ou basse. Alors bien sûr, on va s'aider pour ça de bilans d'imagerie qu'on va revoir ensemble. Donc ça, c'est simplement, j'ai voulu vous montrer celui-là parce que c'est un des plus classiques, les subluxations externes permanentes. C'est très fréquent, comme je l'ai mis, avec un déplacement de la rotule. C'est souvent bilatéral, ça se révèle à l'âge adulte. Et vous voyez que le syndrome rotulien, sans signe d'instabilité rotulienne survenant à la pratique des sports, imposant d'importantes contraintes, et on a remis là-dessus, vous voyez, un certain nombre d'activités comme le cyclisme, l'aviron, le squat, le karaté. Et moi, quand les gens font ces activités sportives ou qu'ils les aiment, je leur conseille déjà d'éviter tout ce qui est technopathie de leur activité. Et en particulier ce que j'appelle technopathie, par exemple pour le vélo. Il faut savoir que si vous avez la selle qui est mal réglée par rapport au cadre, si vous avez les pédales trop hautes, trop basses, si vous avez, j'en passe, et des meilleurs, le chaussage, bien sûr, dont tu as parlé, le chaussage dans les chaussures de cyclisme, tout ça est extrêmement important à prendre en charge. Et on ne s'improvise pas, il y a des spécialistes du cycle qui sont capables de correctement régler le vélo pour les gens, alors que quand les gens me disent « Ah ben moi j'ai acheté un vélo d'appartement », alors des fois ça me fait peur, parce que je me dis « Mais comment ils ont réglé leur truc? Est-ce que c'est à la bonne hauteur ?» Et là c'est bien d'avoir un minimum d'informations pour les patients, pour savoir gérer leur matériel, parce que sinon on arrive à une mauvaise gestion de leur activité sportive. Alors qu'est-ce qu'on fait comme imagerie? On fait les genoux de face en charge, de façon bilatérale donc. On fait un profil en charge en phase d'engagement, ce que j'appelle en phase d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a déjà un peu, on fait faire un peu de flexion en même temps que le profil donc. Des incidences axiales, je vais vous montrer ça, notamment à 30 degrés. Et puis, dans un certain nombre de cas, quand vraiment on n'arrive pas à gérer le syndrome fémoro-patellaire par les différents traitements que vous avez évoqués, eh bien, on peut être amené à faire un scanner qui va guider les choix du chirurgien pour, notamment en mesurant cette fameuse distance TAGT dont vous avez peut-être entendu parler, que je vais vous remontrer sur quelques diapos. On peut apprécier aussi de façon bien très très claire la bascule rotulienne sur le scanner. Alors ça c'est une radio normale, d'accord? On est en incidence fémoro-patellaire, c'est-à-dire que le cliché est pris comme ça, les gens sont comme ça, et puis l'axe des rayons va comme ça, et donc on peut le faire à 30, à 60 degrés de flexion, et vous voyez qu'on va apprécier, alors que je ne fasse pas de bêtises, voilà, ici l'interligne. D'accord, on a bien notre rotule et on voit là une belle gorge trochléenne et puis notre rotule qui est bien centrée. Il n'y a pas de syndrome d'hyperpression comme on va le voir sur d'autres images. Par exemple là, voilà. Donc là, vous voyez, on peut définir quand on voit ça sur un cliché de genou. Alors là, on a pris des clichés qui ont été faits dans notre service avec une hyperpression externe de la rotule. Donc vous voyez bien là par rapport à ce qui se passe, l'interligne a quasiment disparu là, et puis on voit bien cette hyperpression externe sur cette incidence radiographique. Et puis là, on voit une malposition qu'on devine également là, avec un pincement là sur un autre genou. Et puis qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, je vous montre des subluxations.
Alors là, vous voyez qu'après, il va s'installer quoi? Eh bien, au départ, vous avez vu cette bascule, mais au bout d'un moment, il va y avoir de la pathologie, et la pathologie qui va être celle qui est la résultante de ce syndrome fémoro-patellaire, eh bien, c'est de l'arthrose. Et donc, vous voyez tous les signes de l'arthrose sur cette radiographie. Avec ça, c'est les fameux ostéophytes, d'accord? Le pincement. Et puis, vous avez une condensation du cartilage sous-jacent. Donc, vous avez à peu près tous les signes radiographiques de cette pathologie. On voit différentes radios qui montrent ces subluxations externes. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Voilà, donc là, on peut regarder voilà, dans des situations où il y a des subluxations patellaires externes permanentes, comme c'est sur le cliché à droite. Et vous voyez qu'on peut regarder les axes du plan de la rotule, qui est là, ce qu'on appelle le plan bicondylien. Et puis là, vous avez les axes de la tuberosité antérieure et puis de votre gorge de trochlée. Et puis ici, vous avez la crête de votre rotule. Et vous voyez que ça se superpose pas. Donc, ce qui traduit qu'il y a bien une subluxation et une bascule de la rotule. Donc ça, on peut le voir et le mesurer si on voulait. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va un peu plus loin, alors le collègue a dit fort justement qu'en règle générale, on fait des radios, et puis souvent, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais si on allait plus loin, ce qui a été montré, c'est qu'il y a des corrélations entre ce qu'on appelle la chondrographie opaque. C'est quoi une chondrographie? On va piquer dans le genou, comme on a vu qu'on pouvait le faire quand on fait une infiltration. Et au lieu d'injecter un produit qui, quand même, la plupart du temps, infiltration pour les rhumatologues, ça veut dire corticoïde. Je te le dis. Ça veut dire, tu as dit, on infiltre quelque chose qui a un but thérapeutique. La plupart du temps, c'est des corticoïdes. Ce qui est dans le terme infiltration, c'est corticoïde. Et donc, en l'occurrence, vous voyez, on injecte un produit opaque. Et on va avoir des corrélations comme ça avec différents stades qui ont été décrits par les chirurgiens essentiellement, puisque vous voyez qu'on va faire un temps également arthroscopique. Donc avec l'arthroscope et avec les outils qu'on peut manier dans l'arthroscope, eh bien on va pouvoir, comme par exemple là, appuyer avec la spatule sur le cartilage et voir effectivement que ce cartilage se ramollit puisqu'on peut enfoncer quasiment notre spatule là-dedans. Vous voyez qu'après il y a des stades dits fissuraires, après le stade œdémateux, et puis il y a le stade ulcéré qui est soit localisé comme on le voit ici, soit étendu comme ça l'est à droite. Après, quand on regarde sur des images, voilà, quand on fait des corrélations, on peut aussi s'amuser à faire de l'IRM, comme tu l'as évoqué, qui est intéressant parce qu'on voit bien le cartilage. Et puis après, on fait des séquences spécifiques avec des saturations de graisse. On peut faire, une fois qu'on a fait l'arthroscopie, vous voyez qu'on peut faire après un scanner. Le scanner, c'est tomodensitométrie. Et vous voyez qu'on voit ces stades d'ulcération cartilagineuse. On les voit très bien, à la fois en IRM, mais aussi en arthroscanner. Et puis, je crois que j'ai encore une ou deux images d'arthroscopie avec le fameux, la chondropathie velvétique, dont le joli nom vient du fait que velvet, vous savez, c'est le velours. Peut-être vous avez vu Blue Velvet, qui est un film de David Lynch avec Isabella Rossellini. Non, vous ne l'avez pas vu, vous devriez aller le voir. Et en l'occurrence, ça ne parle pas du tout d'arthrose et de syndrome fémoro-patellaire, mais pour vous dire que voilà, c'est les chirurgiens, en tout cas les gens qui ont décrit cet aspect qu'on voit avec les fissures comme ça, et l'aspect un peu d'hypertrophie des chondrocytes qui vont donner ces aspects après avec de chondropathie, ils ont décrit ça comme un aspect de velours, d'où le terme de chondropathie velvétique. Et puis quoi d'autre? Encore une chondropathie fémoro-patellaire, vous voyez, on voit très bien ça. Et puis enfin, là, donc pour finir, deux diapos sur cette mesure de la distance TAGT. Alors, vous voyez, quand on fait le scanner, on va faire superposer deux coupes. Une coupe qui passe par le tiers supérieur de la trochlée
et puis une autre qui passe par la tuberosité tibiale antérieure. On va les faire se superposer et ça va permettre, vous voyez, de mesurer cette fameuse distance entre la tuberosité antérieure et la gorge de la trochlée, ici. Et donc c'est cette distance-là qu'on va mesurer. Et quand elle est trop excessive, eh bien sûr, comme on va le voir si j'arrive à passer la suivante, voilà. Là, on a ce calcul qui peut être fait par les radiologues à l'occasion du scanner, de mesurer cette fameuse distance. Et là, vous voyez que, par exemple, sur la diapositive, sur la photo de gauche, on voit que la distance a été mesurée à 14,1 mm, ou là à 17,4. Et donc ça va bien sûr être des éléments que le chirurgien va prendre en compte quand il va vouloir prendre en charge chirurgicalement. Et on fait, c'est des gens dont on dit qu'ils ont eu une transposition de la tuberosité tibiale antérieure. Donc ça, c'est une des techniques chirurgicales, mais vraiment, comme l'a souligné notre collègue avant, il faut dans la plupart du temps essayer de se contenter du traitement médical, mais pour que ça marche, il faut vraiment prendre en charge, et c'est vraiment un message important, de ne pas se contenter de dire « je fais juste un peu de rééducation de mon droit interne chez le kiné », ça ne suffit pas. Pour certains, ça peut suffire si c'est vraiment la seule anomalie, mais c'est rarement le cas, et il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en considération dans cette pathologie qui, comme ça, a l'air simple, hein, mais quand on rentre dans le détail des choses, c'est plus aussi simple qu'on peut l'imaginer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, quand il y a un syndrome fémoro-patellaire, des fois on ne voit rien. Oui, voilà. D'accord ? C'est plutôt rassurant. Ça veut dire que tu peux avoir, par exemple, ce qu'on appelle dans ce cas-là, on va parler de chondromalacie, souvent. C'est-à-dire qu'il y a juste une souffrance du cartilage, mais qui ne se traduit pas par des signes, et tu ne vois pas de choses fixes. Parce que ta bascule de rotule, elle peut se passer justement dans certains gestes et ne pas être mise en évidence au moment où tu fais les radios. D'accord ? Parce que quand tu fais les radios, les gens sont statiques. Donc même si tu fais un peu d'engagement, tu ne vas pas forcément voir des choses, puisqu'on a dit, tu vois, il y a des choses qui sont stables dans le temps, et puis d'autres qui ne sont pas stables dans le temps, c'est-à-dire que ça peut survenir lors de certains mouvements, et donc tu peux pas, au moment où tu fais les radios, tu peux ne pas le voir. Mais par contre, tu parles quand même de syndrome fémoro-patellaire. Oui, absolument. On peut très bien faire le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire à quelqu'un qui aurait des radios normales. Oui. D'accord ? Ça n'élimine pas le diagnostic. Par contre, si tu vois des signes comme on l'a vu, des hyperpressions, des malpositions, des bascules, là tu vas pouvoir conforter ton impression diagnostique. Ok, et juste aussi une autre question, c'est vous dites souffrance du cartilage, mais c'est l'os sous-oral plutôt ? Le cartilage n'est pas... Oui, alors tu as raison de dire ça, mais alors par extension on dit ça aux gens parce que les gens ne connaissent pas cette histoire de l'os sous-chondral, de savoir si le cartilage est innervé, pas innervé. Tu as raison. C'est l'environnement. Et il n'y a pas que l'os d'ailleurs. Il peut y avoir plein de choses. Partout où il y a des fibres nociceptives, ça peut engendrer des douleurs. Et d'ailleurs, c'est une question importante que tu poses, parce que ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de traitement de l'arthrose. Et pourquoi il n'y a pas de traitement ? Parce que probablement, ce qui crée la douleur, comme justement ce n'est pas forcément la pathologie du cartilage en elle-même, on cible peut-être pas correctement les traitements. Mais bon, voilà, c'est un débat. Il y a encore des questions ou c'est bon ? Bon, on va passer à la suite maintenant. Donc, notre collègue étudiante en deuxième année de kiné va nous faire une petite présentation sur la rééducation suite à un syndrome patellaire. Alors une petite précision avant, que je suis en deuxième année de kiné, je n'ai pas eu l'occasion d'aborder le sujet du syndrome fémoro-patellaire ni en cours ni en stage. Donc pour faire ma présentation, je me suis inspirée d'articles et de mémoires de douleur.
Donc pour commencer, un kiné va faire des bilans. Donc typiquement ce qui a été présenté avant avec les tests pour la patella, afin d'adapter le traitement au patient, afin que ce soit ça se fasse sans douleur. C'est important de faire des exercices de rééducation sans douleur. Et il faut savoir que chaque patient n'aura pas les mêmes symptômes, enfin, les mêmes déficiences qu'un autre patient, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire des bilans pour vraiment adapter notre traitement. Pour commencer en phase aiguë, surtout on va lutter contre la douleur. Alors pour ça on peut utiliser plusieurs techniques. Il y a les massages des régions douloureuses, il y a la cryothérapie, donc l'application du froid, comme je l'ai montré sur la petite image en bas. On va conseiller une activité physique adaptée aux patients, donc une activité qui se fait sans douleur. On peut mettre en place des strappings et des tappings comme je l'ai montré sur les images en haut à droite. On pourra aussi utiliser de l'ultrason et de l'électrothérapie. Voilà, donc plusieurs techniques pour lutter contre les douleurs. Ensuite, on pourra effectuer des mobilisations patellaires. Donc, le but des mobilisations patellaires sera de lubrifier la capsule et d'assouplir les tendons pour ensuite passer au renforcement musculaire, donc, qui a été présenté tout à l'heure. Le renforcement va se faire plutôt en charge, c'est-à-dire que quand on est de la vie de tous les jours, quand on marche, on est en charge et c'est un travail qui se fait en chaîne fermée, c'est-à-dire que quand je me déplace, mes pieds ne bougent pas, c'est mon corps qui avance, c'est ce qu'on appelle la chaîne fermée. Ce sera un renforcement global, parce qu'avant on considérait que le renforcement du vaste médial était plus important, mais aujourd'hui on se rend compte que le renforcement global est plus efficace. Pour renforcer les muscles, on peut utiliser, à part les exercices, on peut utiliser de l'électrostimulation. Il faut savoir qu'on ne renforcera pas forcément les mêmes muscles pour chaque patient, ça dépend vraiment des muscles déficitaires des patients. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples de renforcement musculaire, il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, on peut trouver plein d'exercices pour travailler la physiologie du muscle. Pour le vaste médial, il y a la première image en haut à gauche. Donc dans ce cas-là, le patient il est assis. On lui demande d'abord de faire une extension de genou, de maintenir la position environ 6 secondes, et le patient revient en freinant le mouvement. Donc voilà, c'est du travail concentrique, statique et excentrique. On demande de faire le travail doucement parce que si on le fait plus rapidement, c'est plus facile. Et un autre exemple, ce serait par exemple sur une marche, je mets les doigts à vous. Ce sera ma jambe gauche qui va travailler. On demande au patient de descendre doucement la marche. Là, je travaille en excentrique parce que je freine la descente. Et on demandera ensuite de revenir sur la marche. Là, on juste travailler en concentrique. Donc voilà, on peut proposer plein d'autres exercices de rééducation pour le quadriceps. Pour les abducteurs, tout simplement des décubitus latéral, demander une abduction contre pesanteur, ou bien se mettre le patient debout avec un élastique à la cheville et accroché sur un plan stable, et le patient, voilà, contre résistance, fait son abduction de hanche. Pour les rotateurs externes de hanche, j'ai un exemple en haut à droite. Le patient est en décubitus latéral et il va simplement emmener son genou vers le plafond sans bouger son pied. Donc voilà, ça fait travailler les rotateurs externes de hanche. Et là, sur l'exemple que j'ai mis sur la photo, le patient fait l'exercice avec une résistance grâce à l'élastique. Pour renforcer les ischio-jambiers, c'est tout simplement faire une flexion de genou. Alors, plein de positions possibles, assise, comme sur la photo, en décubitus ventral. La flexion de genou on va plutôt travailler la flexion de genou parce que là on est sur le syndrome fémoro-patellaire, les ischio-jambiers font aussi une extension de hanche, mais
c'est plus intéressant ici de faire travailler la flexion de genou. Et après, on peut travailler tous les muscles déficitaires du patient. Donc là, sur les exemples, en bas à droite, le patient travaillait ses rotateurs médiaux de genoux. Donc il avait le pied sur un tabouret et il faisait une rotation médiale avec son genou. Le kiné, il résistait à ce mouvement. Sur la dernière photo, on faisait travailler les fléchisseurs et les intrinsèques du pied. Donc l'exercice constituait... le patient devait ramener une serviette avec ses doigts de pied pour travailler les intrinsèques du pied. Donc pour tous ces exercices de renforcement, il ne faut pas oublier la notion de progression, c'est-à-dire qu'on rajoutera des résistances, on fera le mouvement plus lentement, on rajoutera des poids. Voilà pour la progression du patient. Ensuite, on va diminuer les hypoextensibilités. Alors pour ça, on va proposer des exercices d'étirement et de stretching aux patients. Alors je vous donne toujours quelques exemples pour le tenseur du fascia lata. Pour étirer principalement au niveau du genou, on pourra proposer au patient de s'asseoir sur la table de massage. Il sera donc en flexion de hanche. On lui demandera de faire une rotation latérale de hanche et il aura le genou tendu. Et le kiné fera simplement des mobilisations de la patella en dedans pour étirer principalement la composante au niveau la petite extension du tenseur du fascia lata au niveau du genou. Voilà, il y a d'autres, comme pour le renforcement, il y a d'autres moyens d'étirer les muscles. Pour le droit fémoral, tout simplement se mettre debout, attraper son pied derrière. On donne des consignes au patient de rester bien droit, d'avoir le genou bien dans l'axe et d'emmener son genou vers l'arrière. Pour les ischio-jambiers, je vous ai mis un exemple sur la photo en bas. Donc assis, le patient garde son dos bien droit et il va essayer d'attraper ses pieds. Un autre exercice peut se faire avec la jambe sur une chaise et puis c'est le même principe, se pencher avec le dos droit, faire une jambe après l'autre. Alors on n'oubliera pas de donner les consignes au patient, c'est-à-dire de bien respirer, de bien souffler sur le temps où il étire son muscle. Il ne faut pas que ça se fasse avec des douleurs, c'est-à-dire que si le patient commence à ressentir une douleur, il maintient la position. La tension peut passer, dans ces cas-là, il peut continuer son étirement. Mais le but, c'est vraiment pas de ressentir des douleurs, c'est juste une petite tension. Et on lui donnera les consignes sur les positions, donc là, entre autres, de garder le dos bien droit. Et on fera attention aux compensations que le patient peut faire. Pour finir la séance, on peut donner, pour finir la rééducation, on peut donner des exercices de proprioception. La proprioception, donc c'est la perception de ses membres pendant le stress. Donc ça va servir à rééquilibrer et stabiliser les membres inférieurs et donc diminuer les contraintes sur les genoux. Donc pour ça, quelques exemples, on peut demander des petits sauts en bi ou en unipodal. On demande au patient dans ces cas-là de bien stabiliser ses genoux. Et le patient va s'entraîner comme ça, va se rendre compte des mouvements que fait son genou quand il est instable et ça va lui permettre d'intégrer petit à petit la stabilisation de ses genoux. On peut aussi le faire travailler sur plan instable, comme sur la photo de droite, donc sur les plateaux de Freeman, toujours pour entraîner la stabilisation du genou. Et après, on peut induire des déstabilisations comme la photo du milieu où le kiné maintenait l'élastique et le patient aussi, et puis il entraînait des déstabilisations au patient. On donnera également des exercices d'auto-rééducation au patient, donc si possible à faire tous les jours chez lui. Donc ce sera les mêmes principes, du renforcement, des étirements. En renforcement, un exemple d'exercice de renforcement sera les mini-squats. Donc les mini-squats, c'est entre 30 et 45 degrés de flexion. On ne va pas plus loin parce que, à cause de la douleur, et quand les genoux sont plus fléchis, la charge est plus importante, la contrainte en charge. Donc voilà, pour renforcer le quadriceps. Il y a par exemple le gainage pour un renforcement plus global. Donc gainage
en déclivité, enfin en ventral ou en latéral. Les étirements. Donc là, j'ai donné un autre exemple d'étirement du TFL que les patients peuvent faire. Et on dira aux patients de faire des activités physiques adaptées, donc toujours sans douleur, c'est important. Des exemples d'activités physiques adaptées, ça peut être la marche, le crawl, comme on l'a vu tout à l'heure, et le vélo sans résistance. Il y a toujours la notion de progression dans les exercices qu'on donne aux patients. Donc voilà, en charge par exemple, mettre un sac à dos quand il fait ses mini-squats par exemple. Et l'augmentation des séries, etc. On n'oubliera pas de donner des conseils aux patients. Donc les conseils qu'on peut lui donner, c'est éviter le port de charges lourdes, éviter le surmenage articulaire, c'est-à-dire être assis en position basse ou accroupi, éviter les montées et descentes d'escalier trop répétitives. Le sport en infradouloureux, il faut éviter l'immobilisation, mais surtout faire du sport sans douleur. Je le redis, mais c'est important. Et si vraiment le patient ressent des douleurs, on lui conseille le repos et d'appliquer de la glace, comme je l'ai dit au début en cryothérapie. Voilà, mes questions. Maintenant, nous allons écouter la présentation de la dernière intervenante du jour, Madame Croquet, chiropracticienne. Traque-les pas. Bon bah je savais pas qu'il y aurait un projecteur, donc on va faire ça un peu à l'ancienne. J'ai pas de poli, donc mais bon j'ai des feuilles papier, donc si vous voulez regarder après, il n'y a pas de souci. Déjà je me présente, donc je suis chiropracteur diplômé de l'IFEC, donc c'est l'école franco-européenne de chiropraxie. Donc il n'y a qu'une seule école en France avec 2 pôles, un à Toulouse et un à Paris, c'est la même école. Au niveau du cursus, c'est 6 ans avec 2 ans de clinica. Donc maintenant je vais expliquer un petit peu ce que c'est que la chiro, parce qu'à mon avis, pas grand monde ici ne sait vraiment ce que c'est. Donc je vais vous expliquer un peu notre vision qu'on a du corps et comment on l'aborde. En fait, notre approche, il est basé sur notre approche et notre raisonnement, c'est basé sur le système nerveux et le fonctionnement du système nerveux. Donc, je m'explique. Étant l'axe de communication du corps, c'est lui qui va récolter les informations qui viennent de l'extérieur, donc son, odeur, sensations, etc. Et celles qui viennent de l'intérieur, les émotions, la proprioception, les tensions diverses, la digestion, etc. Donc, grâce à ces infos, il sait ce qui se passe autour de lui et c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui, et il va pouvoir faire en sorte qu'on s'adapte à toutes les situations. Mais lorsqu'il y a un changement qui va être trop brutal, donc type chute, accident grave, choc émotionnel, etc., ou continu, donc des mauvaises postures, un stress permanent, une mauvaise alimentation, et notre système nerveux il va bloquer le corps dans un schéma d'adaptation duquel il ne peut plus s'extraire. Du coup, ça va provoquer des symptômes vastes et variés, des douleurs, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, etc. Et si ces symptômes persistent et qu'on n'y fait rien, il va y avoir une usure prématurée du corps, engendrant des pathologies, elles aussi diverses et variées, comme tendinite, hernie discale, entorse, syndrome fémoro-patellaire. Donc voilà, donc en chiro, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va corriger ce qui entrave le système nerveux, donc ce qui peut être restriction articulaire, problème d'alimentation, en parlant avec le patient, et tout ce qui va être aussi émotionnel. Tout ça donc parce que ça l'empêche d'effectuer son travail d'autorégulation. Du coup, le rôle du chiro, ça va pas être de soigner des pathologies en soi, ça va être de trouver ce qui entrave et ce qui gêne le système nerveux, et donc d'aider le corps à s'auto-guérir. Donc à la clé de tout ça, qu'est-ce que ça va être ? Une meilleure posture, des meilleures performances sportives, une amélioration du fonctionnement des systèmes, donc digestif, hormonal, respiratoire, immunitaire, et j'en passe. Donc voilà, donc maintenant je vais en venir à notre sujet principal. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous aurez compris que je ne vais pas aller soigner un syndrome fémoro-patellaire. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas
à l'anamnèse, je vais demander exactement où ça se situe, je vais essayer de cadrer un petit peu la chose. Une fois que j'ai bien compris tout ça, je ne vais pas m'intéresser forcément aux symptômes et aux douleurs. Parce que en chiro, on dit toujours que c'est pas parce qu'on va éteindre l'alarme que le voleur il est plus dans la maison. Donc les douleurs, elles sont là, mais il faut trouver pourquoi elles sont là, et c'est ça qu'il faut qu'on nettoie. Donc voilà. Donc là, la technique que je vais vous parler, que je fais souvent pour les problèmes de genoux, ça s'appelle EKE, c'est Applied Kinesiology, qui a été développé par George Goodhart dans les années 60. Donc il y a plus de 100 techniques en chiro, mais ça c'est une très grande technique et qui englobe beaucoup de choses et qui est plutôt efficace, donc la majorité des chiros l'utilisent. Donc c'est de celle-là que je vais vous parler. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai un patient qui arrive avec un problème de genou et donc un syndrome fémoro-patellaire? Déjà je vais aller voir si ça concerne réellement le genou ou si le déséquilibre il vient d'au-dessus ou d'en dessous. Je m'explique. Donc déjà quand je vais voir le genou, je vais aller regarder comment il bouge, donc au niveau de s'il y a des restrictions articulaires ou pas. Je vais aller voir aussi au niveau forcément de la patella, donc je vais regarder quand il fait des flexions de genoux comment se passe le glissement de la patella, si elle est déviée plus med, plus lat. Une fois que j'ai repéré ça, je vais essayer admettons qu'elle va plus latéralement, je vais essayer de la tenir plus d'un côté pendant que le patient fléchit pour voir déjà si lui ça diminue ses symptômes. Donc voilà, je peux faire la même chose de l'autre côté, toujours comparativement avec un genou sain. Suite à ça, on peut aussi marquer le centre de la rotule et prendre la distance entre le centre de la rotule, les bords médiaux et les bords latéraux des condyles. Okay. Pareil, toujours comparaison avec le genou sain. Une fois qu'on a fait ça, je regarde et si je trouve plus de 5 mm de différence entre chaque côté, ça va me donner un petit peu le muscle qui pêche, donc vaste lat ou vaste med. Une fois que j'ai trouvé ce muscle, je vais aller le tester. Donc vaste med, vaste lat, rectus femoris ou vaste intermédiaire. Bon, généralement dans notre cas-là, c'est plus le vaste med qu'on va tester forcément. Toujours pareil, encore une fois, comparativement avec le côté sain. Une fois que je l'ai testé, si je le retrouve faible, je vais aller m'intéresser à ce qu'on appelle les réflexes neurolymphatiques associés à ce muscle. Donc on en a sur la face antérieure et sur la face postérieure. Donc pour ce muscle, ça va être sur les rebords inférieurs de la cage thoracique et au niveau postérieur, ça va être sur la lame des vertèbres de T8 à T11. Je vais regarder si ça le renforce. Si ça ne le renforce pas, je vais m'intéresser à autre chose, ce qu'on appelle les réflexes neurovasculaires, qui pour ce muscle sont situés au niveau des éminences pariétales. Ok. Si ça ne renforce toujours pas, on peut aller voir aussi au niveau de ce qu'on appelle nous pompe costale. C'est pareil, c'est toujours un peu des points réflexes qui sont situés au niveau de la cage thoracique et qui sont souvent indiqués lors de schémas de faiblesse musculaire. Enfin, autre chose aussi qu'on peut regarder, qui peut être intéressant et important aussi, ça va être l'organe et le méridien qui est lié au quadriceps, à ce muscle. Donc, dans notre cas, c'est l'intestin grêle. Donc pareil, toujours en utilisant le test musculaire, je vais regarder quel point du méridien a besoin d'être stimulé et renforce le muscle. Autre chose aussi qu'on peut regarder qui est plutôt intéressant, c'est un lien qui a été fait par monsieur Jean-Pierre Mersman, qui est un chiropracteur en Italie, et monsieur Michel Moreau, qui lui est un odontologue, j'arrive jamais à le prononcer, lui aussi en Italie, avec les dents. En fait, ils ont mis en relation le ligament parodontal, qui est un ligament qui englobe en fait chaque dent dans la gencive, et la réaction réflexe qu'il y a avec chaque muscle. Donc en fait, chacune de vos dents correspond à un muscle. Et quand on voit arriver parfois des patients entre 15 et 20 ans, donc avec les dents de sagesse qui poussent, et ben ça peut appuyer sur et qui n'ont pas la place surtout de tenir ces dents de sagesse, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut appuyer sur la 7e et dernière molaire, qui est la dent qui correspond, qui est associée avec le quadriceps. Donc on va retrouver des pathologies du genou qui apparaissent un petit peu comme ça. Donc c'est important d'aller checker les dents. Un petit peu pareil, là, pas forcément des jeunes, mais des gens qui ont eu des traumatismes au niveau buccal et qui ont des faiblesses musculaires récurrentes. Important d'aller checker les dents.
Donc voilà, donc pareil, après toujours la même chose. De la même manière que je vous ai expliqué pour le vaste med et le vaste lat, on peut faire donc le grand droit, le vaste intermédiaire, mais on peut faire aussi tous les muscles qui vont englober le genou à la recherche d'une faiblesse. Une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire une prise en charge globale, donc c'est-à-dire que je vais aller voir ce qui se passe au-dessus, bassin, hanche, je vais aller voir les lombaires, surtout 2, 3, 4, puisque c'est là que va se former le nerf fémoral qui innerve le quadriceps. Donc important d'aller checker ça. Je vais aller voir la colonne en général de toute façon, et je vais regarder aussi les pieds, parce qu'une pronation ou une supination chez un patient va engendrer souvent des déviations au niveau de la rotule. Donc voilà, c'est à peu près globalement ce que je fais chez tous mes patients, mais là en l'occurrence pour le syndrome fémoro-patellaire. Bon le séminaire touche à la fin. Tout d'abord, merci à vous d'être venus, merci aux intervenants, merci à M. Toumi de nous avoir permis d'organiser ce séminaire. Puis on finit pile poil pour l'heure de l'apéro, donc je vais vous inviter à venir boire un verre.